Destination Pandjari, merci d'accepter que nous vous embarquions pendant 52 minutes de télé dans un safari avec André Dossa pour m'accompagner et pour guide 3 acteurs appelés à révéler le nouveau visage de la Pandjari, la plus grande réserve animalière de l'Afrique de l'Ouest, tel qu'en a rêvé Patrice Talon et tel que l'a préfiguré le PAG, le programme d'action gouvernementale. Bienvenue à bord. André Dossa, nos 3 invités que j'ai affublés du titre de la fonction de guide pour ce safari télévisuel, c'est tour à tour José Plia, directeur de l'agence de promotion du patrimoine et du développement du tourisme du Bénin, Jean-Marc Froment, représentant résident d'APN Bénin. APN Bénin, c'est African Parks Network, c'est cette ONG internationale spécialisée dans la conservation des ressources naturelles, expérimentée en Afrique centrale et en Afrique australe, appelée pour gérer, moderniser le parc Pandjari et qui en a eu donc le contrat de gestion il y a juste 1 an. Et puis le 3e guide pour aller au cœur de la Pandjari, une nouvelle formule, c'est le ministre du cadre de vie et du développement durable, José Tonato. Ça nous fait 2 José pour cette belle aventure. En tout cas, c'est ainsi qu'on vous la souhaite ensemble, qu'on va découvrir ensemble avec André Dossa. Il y a tellement, enfin pas tellement, il y a 2 José, de sorte que je retrouve du José chaque fois que je dois... Qu'on a gâté, merci Osias, et avec nos invités, notre voyage à travers les révélations, les attractions de la nouvelle Pandjari se fera sans tabou, tant il est vrai que le contrat de gestion de la Pandjari entre Kili, gouvernement et anciens vigiles du parc, je vais nommer les agents des eaux et forêts, ainsi que le Sénagreffe, est tout sauf un contrat de bon voisinage. Pourquoi donc APN, African Parks Network, pour gérer la Pandjari? De quoi est-elle capable, cette ONG? Qu'a-t-elle pu faire en 12 mois d'un contrat de 10 ans? Quel mandat précis le gouvernement a-t-il donné à cette ONG? Voilà autant de questions à travers lesquelles nous allons nous offrir ce safari avec les José, M. Froment et vous-même, chers amis téléspectateurs, aux Ascensions Nouveau. Merci André de ça. J'aurais voulu tout de suite que M. Froment nous dise que voilà, le nouveau visage du parc Pandjari, ce qui a changé, la transformation, la transfiguration que ce parc a connue sous votre touche après 1 an. Mais je vais plutôt commencer par le témoignage d'un touriste qui a l'habitude de fréquenter ce parc. Eh bien, c'est José Plia. Il a l'habitude de circonscrire, de résumer cette transformation par une anecdote que je voudrais l'inviter à partager avec nous. Alors, je vais demander au touriste José Plia, qu'est-ce qui a changé aux yeux du touriste que vous êtes à la Pandjari, après 1 an de gestion d'APN? Merci, Monsieur Oséas, Monsieur Dossa. Bonjour ou bonsoir à vous. Bonsoir aux auditeurs. L'anecdote est très simple. Il y a 1 an, un peu de temps avant que le contrat ne soit signé avec l'ONG, M. Froment était venu ici contacter pour du repérage. Il ne savait pas si ils allaient travailler avec nous. Il fallait découvrir ce parc et voir le potentiel. Et ensemble, nous sommes allés, c'était au mois de décembre, et nous avons visité le parc. Et sur une piste, nous avons aperçu des éléphants au loin. Et à notre grande surprise, une jeune éléphante, une jeune femelle, nous a chargés. Les éléphants ont des comportements extrêmement codifiés. M. Froment a 30 ans d'expérience et il a été extrêmement bouleversé par cette attaque. Et c'est une jeune qui se sentait menacée parce qu'elle avait peur, elle prenait la défense du troupeau. Déjà que ce ne soit pas la matriarche, c'était étonnant, peut-être qu'elle avait été braconnée et tuée, que ce soit une jeune éléphante et que surtout il n'y ait pas ce qu'on voit habituellement chez les éléphants, des sommations. Ils envoient des signaux, ils ne chargent pas directement. Et c'était donc la peur qui régnait dans ce parc que nous avons vu il y a 1 an. Cette année-ci, nous y sommes retournés et nous avons pu prendre des photos à l'intérieur d'un troupeau d'éléphants. À l'intérieur d'un troupeau d'éléphants. Voilà, je pense que ça résume bien ce qui s'est passé en 1 an. En 1 an, les animaux se sentent en sécurité, ils se sentent protégés
par un certain nombre de mesures qui ont été prises et qu'on va développer ce soir. Et moi, pour le touriste que je suis, c'est cette joie-là que j'ai envie de partager avec les Béninois, de dire, voilà, la route vers un parc apaisé où les animaux sont là et où les touristes peuvent venir profiter, dépenser de l'argent pour l'économie béninoise, cette voie-là est en bonne marche. Monsieur Froment, qu'est-ce qui a motivé votre démarche, votre intérêt pour le Bénin, pour la Pandjari, quand on sait qu'il y a une multitude d'autres parcs un peu partout dans le monde? Il y a deux facteurs qui ont vraiment été décisifs dans cette décision. Le premier facteur, c'est quand on voit la Pandjari, quand on voit la chaîne de la Takora, on sait que c'est quelque chose d'exceptionnel. Et on sait qu'on peut vraiment en faire partie d'une destination, faire que ce soit partie d'une destination. Donc ce n'est pas qu'une réputation surfaite. Non, ce n'est pas c'est pas surfait du tout. C'est vraiment réel. C'est un patrimoine qui est là et qu'il faut absolument préserver. Et la deuxième chose, c'est que la faune et les espaces sauvages en Afrique de l'Ouest, il n'y en a pratiquement plus. Et c'est vraiment un des derniers bastons qui va nous permettre de garder ce témoignage à travers le temps de ce qu'était la brousse africaine, la brousse de l'Afrique de l'Ouest. Et je pense que ça, c'est vraiment une chose importante. Tout à l'heure, à la lumière du témoignage de M. José Plia, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de miraculeux. Vous avez réussi à transformer, à instaurer comme une sorte de sérénité au sein de la population animalière, de sorte que de troupeaux d'éléphants très irrités à la vue de touristes ou d'individus, eh bien, ils deviennent dociles. C'est quoi, vous êtes un sorcier blanc débarqué au Bénin pour créer un miracle au sein du parc? C'est quoi, ça relève c'est quoi la technique en fait? Non, on n'est pas des sorciers. Ça relève de quoi? Je pense que African Park, ça existe depuis une quinzaine d'années. On a acquis une expérience et on est en train de transmettre cette professionnalisation. Et je pense que la professionnalisation est déjà là. Quand on voit les gens opérer, quand on voit les disciplines à l'entrée, quand on voit les gardes travailler, on voit cette discipline. Et elle est effective, elle se transmet. Les résultats se transmettent dans la brousse. La brousse devient beaucoup plus calme, tranquille. Les braconniers ne sont plus là, au moins là. Au cours des 4 derniers mois, du mois de septembre jusqu'au mois de décembre, on a enregistré 38 délits dans le parc. Et ces délits ont été suivis. C'est arrivé au procureur. Il y a des sentences qui ont été données. Et tout doucement, l'ordre revient. Et je pense que c'est ça qui est important. Monsieur le ministre, la Pandjari, c'est la dernière réserve animalière de l'Afrique de l'Ouest. Un joyau, pour ainsi dire. Mais pourquoi la donner à une ONG internationale, une ONG étrangère? Le gouvernement n'a pas réfléchi en ces termes, donner à un étranger, donner à un gouvernement étranger, à une ONG étrangère. Le gouvernement réfléchit. Vos détracteurs ont parlé même de bradage du patrimoine. Oui, de capture, si vous voulez, mais le gouvernement réfléchit en termes de partenaires techniques, de référence, sachant faire un travail précis. Observez la mise en œuvre du PAG, la construction des routes, l'asphaltage, la construction des bâtiments, les cités administratives, la gestion des parcs, qui est un point important du programme touristique. Il faut des spécialistes de la conservation des ressources naturelles. Il faut des spécialistes en gestion des parcs. En Afrique, APN a fait ses preuves et nous avons regardé longtemps, nous avons cherché. Parce que ce que M. Plia disait, c'était un espace potentiellement riche, mais traumatisé, stressé. Et le stress commence depuis la route parce que les touristes ne prenaient même plus la route. Aujourd'hui, vous pouvez quitter Cotonou à 0 heure et aller à la Pandjari parce que même les corridors sont sécurisés aujourd'hui. C'est ça. Et nous les avons vus faire dans plusieurs pays. Ils ont commencé en un an. La formation, la mise en place des rangers, les équipements, les aménagements, ça va très vite. Même la mobilisation financière, on reviendra dessus, prévue pour s'étaler sur 5 ans, a été bouclée en un an. Pour que ce pôle, qui fait partie des 7 pôles du programme de développement touristique, devienne, grâce à cette vision du président Talon, une destination sûre. Aujourd'hui, le parc est un espace apaisé. Ne fait l'homme d'aucun doute, mais le désert béninois est-il aussi aride? Nous avons des compétences. Nous avons des compétences. Et vous savez, je n'ai pas de complexe à aller prendre une grosse entreprise internationale pour faire
le contournement nord de Cotonou. Pourquoi? Parce que c'est 40 km d'autoroute dans un espace, dans un milieu extrêmement difficile, le lac Nokwe que vous connaissez bien, marécageux. Il faut être outillé, il faut avoir fait pour faire. Donc je n'ai pas de complexe à apprendre à côté, à aller chercher ceux qui savent faire. J'ai donné l'exemple au début, et apprendre à leur côté. Peut-être qu'au bout du premier contrat, les Béninois seront aguerris. Vous verrez, ils vous diront que le recrutement des rangers, la formation des rangers, c'est aller jusqu'à l'éducation environnementale dans les écoles primaires. C'est une gestion participative, inclusive, j'allais dire, qui implique totalement les Béninois. Et le ministère en charge du développement durable, que le président m'a confié, tout le pan de gestion forestière est associé. La Direction générale des eaux et forêts et chasse, le Sénagref, le Centre national de gestion des réserves de faune, est associé aujourd'hui. Alors, monsieur le ministre, quand vous dites associé, vous pouvez peut-être préciser le rôle qu'il a imparti. Est-ce que ces services, en fait, je veux dire, ces corps spécialisés, ces compétences, je veux parler des agents des eaux et forêts qui ont été formés sur le denier public, l'État béninois a dépensé de l'argent pour former des spécialistes de la protection de la gestion forestière. Il y a également le Centre national de gestion des ressources de faune. J'ai l'impression que vous avez un complexe d'infériorité ou de faiblesse que vous prêtez à ces spécialistes nationaux formés à grands frais par l'État béninois. Mais vous savez, dans l'administration, il y a des ingénieurs, il y a des architectes, il y a des urbanistes. Pourtant, il y a les agences de maîtrise d'ouvrage déléguées. Parce que là où on fait la politique, là où on fait la stratégie, on est plus à même de superviser et de contrôler. On donne la main à l'opérationnel. Nous sommes dans le même schéma. On va chercher celui qui sait faire et nous restons, parce que il faut le dire en même temps, on a parlé d'affermage, ce n'est pas un affermage. C'est une délégation de gestion sur un patrimoine sur lequel l'État garde l'entière propriété. Et à ce titre, les discussions ont été faites pour repréciser clairement quel est le rôle que le Sénagref va jouer en termes de superviseur de la mise en œuvre de ce contrat-là. L'État joue entièrement sa partition. On va revenir sur ce contrat. On reviendra dans les Il y a une question sur le modèle économique qui se cache, enfin, ou qui se profile derrière le management de African Parks Network qui nous intéresse parce que c'est dans la veine du partenariat public-privé. C'est un peu sur ce modèle que d'ailleurs la plupart des grands projets phares du PAG sont mis en œuvre. La question, c'est pourquoi le gouvernement a éprouvé le besoin de rallonger au départ une avance, un financement à African Parks avant que cette ONG ne se mette au travail. Parce que le gouvernement de Patrice Talon a fait le choix responsable, adulte, après plusieurs années d'indépendance, de ne plus tendre la main, de ne pas simplement dire, voilà, nous avons un potentiel, et puis on n'a pas d'argent, et donnez-nous de l'argent. Et là, quand on est dans cette démarche-là, uniquement de tendre la main, eh bien, on dépend des bailleurs de fonds. Ce qui a surpris African Parks, quand on les a contactés, c'est que c'est la première fois, ils le disent, que depuis qu'ils gèrent des parcs, 13 parcs à travers toute l'Afrique, dans des grands pays de safari, qu'un gouvernement les invite et leur dit, tout de suite, je mets sur la table 6 millions de dollars, on va dire 3 milliards de francs CFA. C'est la première fois. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est notre patrimoine. Nous croyons en lui, nous investissons. Quand on croit qu'une affaire est bonne, on met des billes dedans. On ne dit pas aux autres faites et puis quand ça marchera, on verra. On dit tout de suite et c'est un signal fort qui est envoyé. Voilà. Je pense que c'est la même chose dans l'ensemble des 7 projets phares dont le ministre parlait et dont je m'occupe. Nos musées, on a des grands projets de musées, c'est le gouvernement, le budget national qui va les construire. On ne va pas demander à des gens de l'extérieur de nous construire le musée d'Abomey, c'est notre patrimoine. Et ça, c'est responsable, c'est nouveau dans le schéma du partenariat. Et ça envoie un signal fort aux partenaires internationaux. C'est d'abord du patrimoine béninois. 3 milliards, André Dossa. Le gouvernement a investi 6 millions de dollars. Qu'apporte l'ONG à PAPN? Je vous explique. J'ai parlé de délégation de gestion. N'oublions pas que la Pendjari, c'est d'abord une réserve de faune, une réserve naturelle. La Constitution fait obligation au chef de l'État de préserver la nature et l'environnement du Bénin. Et la loi cadre l'environnement est claire là-dessus. Donc, c'est normal que le gouvernement, vous avez vu un écosystème complètement traumatisé, stressé. La Pendjari était en déperdition.
Vous voyez? Donc, c'était de l'obligation de l'État de sauver cet espace de conservation des ressources naturelles, de préserver nos frontières, parce que le braconnage fait qu'il y a un gros problème de sécurité et la porosité de nos frontières de partout. Donc, nous avions, avant que APN arrive, l'État avait déjà mis, tenez-vous bien, plus de 10 mois de sécurisation, de patrouille interforce armée, eaux et forêts sur les parcs. Parce que le plus urgent était de régler ça. Mais le partenariat APN, nous confions une gestion à APN. APN a des partenaires. Je vous donne l'exemple d'un hôtel comme Bénin Marina Hotel. L'hôtel a été totalement construit par le Bénin. C'est un patrimoine du Bénin. Le Sheraton n'est qu'une signature, ou le Marina qui arrive dessus après n'est qu'une signature de l'exploitant. Nous sommes dans ce schéma. L'État est fondé d'investir pour sauver ses ressources naturelles, pour préserver son territoire. Et c'est pour ça que APN ne demandait pas au départ, parce qu'APN c'est une ONG, ils ne font pas de bénéfices, APN ne demandait pas au départ une mise pour démarrer. Mais nous allions attendre peut-être 10 mois, 6 mois, qu'ils mobilisent les financements. Le Bénin, dans le cas du péage, nous étions pressés. Et on était fondés. Et le Conseil des ministres a décidé de démarrer le travail de APN par cet investissement initial, parce que nous ne pouvons pas nous permettre de perdre un an. Aujourd'hui, les 23 millions de dollars, à peu près 13 milliards 800 millions qui étaient attendus sur 5 ans, sont entièrement mobilisés par des partenariats trouvés par APN. Monsieur Froment, qui représente APN ici, va nous dire justement ce qui a été fait à partir des 6 milliards de subventions allouées par l'État. Mais on n'oublie pas que Patrice Talon, le chef de l'État béninois, c'est un homme d'affaires avisé. Il n'a sans doute pas allongé ces fonds nationaux. Ce n'est pas à fonds perdu. Il y a derrière aussi la nécessité de rentabiliser ce parc qui est doté d'un formidable potentiel. On l'a dit, on le rappelle, c'est la plus grande réserve animalière. Donc on imagine le potentiel touristique. C'est ce que j'allais dire. Et d'ailleurs, le chef de l'État... C'est ce que j'allais dire. Parce que la finalité, c'est quoi? C'est le développement touristique, qui est un pôle de développement de notre pays. Le chef de l'État en a fait un levier. C'est le tourisme. Le chef de l'État l'a dit le 16 décembre 2016, que c'est par le tourisme que nous allons révéler le Bénin. Alors, question... C'était un investissement pour... Très bien. Alors, question à M. Jean-Marc Froment. Avec les 6 millions de dollars que vous avez reçus, qu'est-ce que vous avez pu réussir à faire? Commençons d'abord par le mandat qui vous a été donné pour 10 ans de contrat. Si je ne m'abuse, c'est 10 ans de contrat. Oui, c'est quoi le terme du contrat, le mandat? Le mandat, c'est la responsabilité de gérer et de développer la Pendjari. Donc ça, c'est le mandat qu'on a reçu. Et on a essayé d'avoir la responsabilité, c'est-à-dire de pouvoir monter l'équipe, de pouvoir trouver les financements, trouver les partenaires, de manière à construire la Pendjari. Donc ça, c'est effectivement le mandat que nous avons reçu. Oui, ça, c'est de manière générique. Vous avez déjà trouvé, parce que le ministre en a parlé, on parle de 23 millions de dollars. Quels sont les autres partenaires que vous avez déjà mobilisés? Nous avons trouvé actuellement, il y a une grande fondation américaine, la fondation WIS, qui nous a apporté 10 millions de dollars. Il y a National Geographic qui nous a apporté 4 millions de dollars. Et il y a des petites fondations qui ont apporté des petits subsides de temps pour... que ces partenaires attendent du Bénin, M. Froment? Les partenaires, ce qu'ils attendent, c'est un engagement du Bénin dans la conservation et la valorisation du patrimoine. Je pense que c'est ça ce que les partenaires attendent. Nadgeo, ce n'est sans doute pas des philanthropes. On connaît Nadgeo, on sait à peu près quel peut être son intérêt par rapport à la Pendjari, mais qu'est-ce que concrètement, dites-nous, que vient chercher cette firme internationale? Cette firme internationale... L'engagement du Bénin à préserver National Geographic est vraiment... s'est créé pour révéler en fait le monde au monde. Et c'est vraiment la vocation de National Geographic. Donc c'est très médiatique, c'est une partie exploration, c'est une partie recherche. Ils subventionnent, mais bien sûr qu'ils font du média avec cela. Et je pense que ce qui est différent actuellement avec National Geographic, c'est qu'ils ont donné une subvention de 4 millions à la Pendjari parce qu'ils savent que le monde sauvage, la nature sauvage dans le monde est en train de disparaître.
Et donc, je pense que c'est très important pour eux de pouvoir contribuer à ce processus de préservation. Je pense que c'est ça En termes d'objectifs chiffrés, justement, vous me permettez de vous titiller un peu là-dessus pour que vous me disiez, parce que vous l'avez exprimé de manière générique, en fait, et un grand objectif global que vous avez décliné, gérer et développer le parc, avec quel indicateur? C'est-à-dire qu'au bout de 10 ans, quel résultat on doit avoir en termes de fréquentation des touristes, en termes de développement de la population animalière, etc. Disons qu'en termes de développement de la population animalière, excepté fait des éléphants, toutes les autres espèces, on pense que d'ici 10 ans, on peut doubler les populations. Donc ceci, c'est vraiment un des objectifs que nous avons. Sur le plan, disons, beaucoup plus économique, je pense qu'on peut arriver à ce que 50% du budget de fonctionnement de l'aire protégée puisse être apporté par l'exploitation des ressources de la Pendjari, c'est-à-dire le tourisme essentiellement. Donc ça, c'est un challenge parce que ça veut dire qu'on doit sécuriser le parc, on doit augmenter les populations, on doit donner confiance à des investisseurs pour venir, de manière à ce que ces investisseurs qui ont les marchés du tourisme puissent amener leurs touristes ici et que ça bénéficie au parc et au Bénin. Donc c'est cet ensemble-là, c'est cette dynamique. Et quand on parlait au départ des 23 millions, il y a 2 millions de dollars sur les 5 prochaines années qui doivent être apportés par les revenus du parc. Donc on rentre tout de suite dans la démarche qui n'est pas, disons, de la subvention, dépend des subventions de projets. On est dans une démarche où on doit faire attention à ce qu'on dépense et à ce qu'on gagne. Et penser à la rentabilisation. Voilà, c'est le concept d'entreprise. Voilà, c'est bien de nous fixer comme ça sur les repères d'objectifs qu'on vous a fixés à atteindre et ça vous met justement de la pression pour réussir certains véritables paris que vous avez là à réussir. J'ai presque envie de vous demander, après avoir décliné ces objectifs, après 1 an, qu'est-ce que vous avez fait? Mais plutôt que de vous entendre le dire, on s'est permis de vous suivre à la trace, on est descendu dans le parc Pendjari. Et voilà les images qu'on en a rapportées. On est tombé sur des images rares, André Dossa, la capture et le marquage d'éléphants. On va suivre. Pendjari, 11h du matin. À part le safari ordinaire, une agitation inhabituelle dans l'environnement des animaux. Balai aérien acrobatique, filature au sol, orientée du ciel par talkie-walkie, objectif, capture d'éléphants. We will go back, behind the corner. L'ULM, le petit avion, a repéré un troupeau d'éléphants. L'opération ne va pas tarder. On va suivre, mais chut, en silence. L'éléphant ciblé est endormi par une puissante piqûre, discrètement fléchée par le vétérinaire qui lui pose un collier électronique. Donc la partie haut à 6 kg, la partie en bas à 6 kg. Donc le collier entier. Réanimé, le mastodonte sera suivi à la trace ainsi que tout son troupeau 24 heures sur 24 par un dispositif satellitaire au sol au cœur du parc. C'est pour assurer mieux leur sécurité. En connaissant leur position en temps réel, on peut envoyer les équipes de lutte anti-braconnage dans les zones où les éléphants se concentrent. Aussi, si on voit qu'ils traversent la frontière à Burkina, on peut éventuellement communiquer avec nos collègues dans le parc national de Ahli et de les avertir que les éléphants sont chez eux. Déployées pour une gestion moderne du parc Pendjari, ces installations technologiques ne sont qu'une séquence du contrat d'objectifs de 10 ans signé avec African Parks Network. On a formé une première équipe de 30 rangers qui sont déjà opérationnels maintenant, qui ont déjà attrapé des braconniers. La deuxième chose, c'est qu'on a fait venir des équipements financés en partie par le gouvernement béninois, en partie par African Parks. On a fait venir des véhicules, on a fait venir un avion qui est opérationnel maintenant, qui commence à faire la surveillance aérienne.
On a fait une première base. Bon, vous avez vu le centre de formation qui a été construit. On a mis en place une première petite base opérationnelle qui sera terminée dans les 2 prochaines semaines, je pense, assez rapidement. Le parc est pris en charge, il est géré, il est managé. Cette ONG African Park, qui a fait ses preuves dans beaucoup d'autres parcs, est arrivée au bon moment. Le parc était en danger. C'est quand même la dernière grande réserve animalière d'Afrique de l'Ouest. Et le chef de l'État a eu cette vision très tôt de se dire que là, avant même tous les autres chantiers, il y avait une urgence à confier ce parc à des gens qui savent faire. Et ce qu'on se dit au bout d'un an, c'est ouf. Après 10 ans de contrat, African Park Network doit avoir réussi à doubler la population animalière du parc Pendjari et faire passer la fréquentation touristique de 6 000 à 9 000 visites an. Alors, Monsieur Froment, voilà chez Téléspectateurs les images qu'on a ramenées du parc Pendjari. C'est des images inédites, on en est un peu fiers. C'est rare en télévision, en tout cas ici, chez nous. Là, tout récemment, vous avez frappé un grand coup avec National Geographic, justement cette chaîne géographique, cette chaîne internationale qui est consacrée au tourisme mondial. Et est-ce que vous n'avez pas peur maintenant que les choses s'accélèrent? Quelles sont d'ailleurs les toutes premières retombées? Le contrat a été signé à Londres tout récemment avec le ministre des Affaires étrangères du Bénin. On en a d'ailleurs une photo avec la régie, on va pouvoir. Là, les choses vont s'accélérer. Je pense que bon, c'est vrai qu'on va avoir, disons, il y a une demande, les gens vont observer et il faudra qu'on agisse, qu'on gère cette demande. Mais je pense que la Pendjari est prête pour faire ça et je pense qu'on va pouvoir accompagner, disons, ce processus de développement dans les prochains mois, années qui viennent. Je pense qu'on va continuer à voir comment développer disons, la connaissance de la Pendjari et du Bénin, parce que les deux sont liés, on a besoin des deux. Donc je pense que c'est ça qui est important. On travaille très en partenariat avec le ministère du Cadre de Vie, avec l'Agence du patrimoine et du tourisme, et je pense que cet ensemble-là va faire qu'on va répondre à la demande. Monsieur le ministre du Cadre de Vie, que va-t-il advenir des acteurs locaux de la gestion des ressources forestières? Quelle place cette nouvelle donne accorde à la compétence locale? J'ai parlé de gestion participative, j'ai parlé de gestion inclusive. La gestion du parc se fait dans le milieu où il se trouve avec l'association de tous les partenariats possibles. Avant APN, la gestion en place, on avait les avigreffes qui mobilisaient un peu les populations riveraines, des associations villageoises, des gardes qui avaient été formés et tout ça qui, du jour au lendemain, avec la fin des projets, se sont retrouvés sur le carreau. Certains parmi eux ont développé, parce qu'ils ont appris, ils ont eu l'habitude d'avoir des ressources, ont développé la complicité avec le braconnage. Aujourd'hui, il y a une gestion qui est en place qui ne permet plus ça, mais qui ne nie pas la nécessité de collaborer au contraire, avec les populations environnantes. J'ai parlé même du programme de formation environnementale pour 1000 enfants des écoles primaires qu'il y a dans la zone pour les sensibiliser à la conservation de la nature et des ressources naturelles. Ça veut dire quoi? Le recrutement des 30 premiers rangers a été ouvert à tous ceux-là. Tout le monde a participé au test. Les meilleurs ont été retenus, ils ont été formés. Après la première vague, on a ouvert, je crois, une deuxième vague de 40. Des images avec Donc ces avigreffes aujourd'hui savent qu'ils sont intéressés s'ils veulent participer aux activités du parc. Donc, c'est naturel. J'ai parlé de ce milieu-là. Les maires sont associés. Le préfet est associé. Nous avons en dispositif un comité de suivi. Nous avons un conseil de gestion autour de l'unité de gestion du parc. Donc, c'est vraiment une gestion participative où tout le monde est impliqué. Cette émission sans tabou, vous avez cité beaucoup d'acteurs, mais je n'ai pas entendu, par exemple, Sénagreffe, Agent des eaux et forêts, qui déjà ont payé un prix très fort, puisque un des leurs a été radié, le capitaine Trépeau, pour ne pas le nommer. C'est un malentendu qu'on aurait pu éviter. Je n'ai pas reparlé de Sénagreffe parce que dès le début, j'ai dit que dans la gestion de ce contrat, le Sénagreffe, donc le ministère du Cadre de Vie et les eaux et forêts étaient en supervision et en coordination. Donc si je le répète chaque fois, ce ne serait pas bien. Mais pour en venir à ce que vous dites, la préoccupation qui était celle du capitaine Trépeau
c'est la énième fois qu'on reviendra sur cet incident. Le chef d'État l'a expliqué largement la dernière fois. J'aurais aimé ne plus revenir là-dessus. Ce qui le préoccupait le plus, c'est la capture et l'exportation du peu de ressources qui nous restaient après 25, 30 années de gestion, de mauvaise gestion, qui ont complètement décimé le parc. M. Froment vous a dit, nous avons pour objectif de doubler la population du parc. Il n'est pas question de capture. Il n'est pas question de sortir nos bêtes et de les envoyer dehors. Au contraire, il y a un aspect dont il n'a pas parlé. Sur les Big Five, le rhino, je crois, va être réintroduit ici. L'UICN nous en donne l'autorisation. Nous sommes dans les démarches. Et je suis convaincu que les résultats que nous avons au bout d'un an aujourd'hui, si le capitaine Trépeau faisait un tour au parc de la Pendjari, je pense qu'il allait faire amende honorable et saluer la vision du chef de l'État, la vision du PAG. Parce que ce qui se fait, c'est ça qui justifie même l'existence du Sénagreffe. Qu'est-ce que vous allez gérer? Quelle réserve de fonds vous allez gérer demain s'il n'y a plus rien? Vous allez continuer à fonctionner en administratif alors qu'en 10 ans, la réserve a été totalement décimée. Et on vient pour dire, aidons, on est allé chercher les spécialistes pour dire, aidez-nous à préserver le peu qui reste. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est dommage qu'on n'ait pas été compris. Et ce qui est arrivé, moi je le regrette profondément. Ce qui nous regarde aujourd'hui, c'est ce que la Pendjari va devenir demain pour la conservation de nos ressources naturelles, pour la recherche, pour la formation de nos enfants, pour le développement de cette zone-là et surtout pour le développement touristique au Bénin. Parce qu'en plus de l'agriculture, désormais, notre deuxième axe, notre deuxième base de développement, c'est le tourisme. Et il y a beaucoup de potentiel à ce niveau-là. Si vous permettez, Monsieur le ministre, la question du braconnage est une question centrale pour la préservation du parc. Et je sais que le gouvernement a laissé la main à l'ONG African Parks Network pour gérer la Pendjari pendant 10 ans. Mais pour autant, est-ce qu'il était nécessaire de se dissocier des compétences locales? Vous êtes allé chercher des spécialistes de formation militaire, des légionnaires et autres pour former les rangers. Avec la complicité de la région, on peut voir quelques images de leur formation. On est allé surprendre quelques séquences d'entraînement et de tir. C'est vraiment impressionnant et de filature. Je vous invite à nous répondre pourquoi on a le sentiment, en tout cas tel qu'exprimé par le capitaine Trépeau, qui s'est fait le héros de l'anti-bradage du parc Pendjari, pourquoi ne les avons pas associés massivement? On a aperçu un ou deux officiers des eaux-forêts autour de la formation des rangers. La première chose, je pense qu'il était essentiel, si vous voulez, qu'on travaille en partenariat avec le ministère du Cadre de Vie et plus spécialement la direction des eaux et forêts. Je crois qu'il y a eu un très long échange entre la direction générale des eaux et forêts, le Sénagreffe, African Parks, le ministère, même la Défense. Nous avons travaillé sur un projet de texte qui s'appelle la Brigade spéciale de la Pendjari du W. Donc je pense que ce texte est sorti, ce décret a été publié et on s'est associé à des éléments de la Direction générale des eaux et forêts pour mettre en place, disons, cette brigade. Et donc on a fait venir des gens qui ont une expérience, disons, dans la lutte anti-braconnage, la formation des rangers, et on les a fait venir parce qu'ils ont une expérience, plus qu'une formation, ils ont une expérience vraiment dedans, et on pensait que c'était important de pouvoir partager cette expérience. La deuxième chose qu'on a discuté, ce qu'il manquait à la Pendjari à l'époque, c'est vraiment des hommes de troupe, des gens qui sont sur le terrain, qui peuvent faire des patrouilles. Qui de mieux que les gens de la région qui connaissent? Donc on a ouvert cette brigade spéciale à permettre à ces gens de la brousse qui ont une connaissance, de valoriser leur connaissance, mais aussi de se professionnaliser. C'est-à-dire qu'on ne travaille plus à temps partiel avec des chasseurs professionnels locaux ou avec des éco-gardes. On rentre réellement dans une professionnalisation à long terme des compétences locales. Vous avez eu de la résistance pour recruter justement du monde dans le rang des rangers? Au plan local, il y a eu de résistance? On n'a pas eu de résistance, on a eu une demande incroyable. 1700 candidats se sont présentés pour devenir éco-gardes. Je pense qu'il y a une volonté, si vous voulez, une compréhension, et ça c'est ce qu'on a hérité de toute l'action du passé. Il y a une vraie compréhension de l'importance de la Pendjari au niveau local.
Monsieur José Plia, la Takora, la Pandjari, ce n'est pas une zone terriblement développée. Quid de l'accueil des flux annoncés? C'est une zone effectivement sauvage, c'est ça qui fait sa spécificité. Il faut, vous avez parlé des retombées de la mondialisation que National Geographic va nous apporter, comment on gère tout ça. C'est ça aussi, c'est qu'il faut se préparer à gérer ces flux-là. Une bonne stratégie, c'est une stratégie qui prévoit le nombre de touristes, qui prévoit les réceptifs pour cela. Aujourd'hui, les réceptifs qui sont là sont extrêmement modestes. On va déjà les rénover, les réhabiliter, mais tout le programme dont je m'occupe, qui, comme vous le savez, a 6-7 projets phares. Il n'y a pas que la Pendjari, il y a Abomey, Alada, Ouida, Porto-Novo, Ganvier. Tout ça fait partie d'une stratégie, pardon, Niki, absolument. Tout ça fait partie d'une stratégie qui consiste à dire, vous savez ce que les plus grands spécialistes nous ont dit quand on leur a présenté, je parle par exemple des Français, c'est quand même le premier pays touristique au monde. Quand on leur a présenté notre programme touristique, leur première réaction a été dit, bravo, vous avez fait... Vous n'avez pas commis l'erreur de beaucoup de destinations qui veulent démarrer. Vous avez fait un véritable aménagement du territoire touristique, c'est-à-dire répartir les zones, ne pas tout concentrer sur la route des pêches comme on voulait le faire au départ. On détruit cet environnement-là. Donc, pour répondre à votre question, à la Pendjari, il y a donc un certain nombre de réceptifs qu'il faut mettre autour de la Pendjari. Je pense à la ville de Tanguieta, qui est une ville merveilleuse, qui va pouvoir accueillir des réceptifs, des lodges, et les gens vont pouvoir faire des allers-retours. Il ne faut pas mettre trop de pression hôtelière dans cette vie sauvage. Donc, 2, 3, 4 réceptifs bien aménagés et gérer les flux. Et vous savez, la rareté crée aussi la plus-value. Si on dit que c'est un parc où 1000 personnes peuvent entrer, ben on le galvaude. Si on dit que c'est un parc où 500 personnes peuvent entrer, mais il faut qu'elles réservent sur 2-3 ans, on se donne de la marge, on crée la rareté et on a un aménagement, on ne met pas trop de pression aux animaux. Il faut qu'on évite ce qu'on a vu dans d'autres pays où autour d'un lion, il y a 20 000 personnes qui prennent des photos. On ne veut pas entrer dans cette logique-là. On veut garder le côté authentique de la Pendjari, et tout le travail est en train d'être fait pour que les aménagements autour de la Takora puissent, et c'est un territoire qu'on veut développer. Il y a un produit touristique, c'est la Pendjari, mais tout le monde va en bénéficier, et plus on fera la répartition autour, mieux on gérera la pression. La Pendjari, ce n'est pas la porte d'à côté, comment s'y rendre? Très bonne question. L'une des premières choses que l'appel African Parks a fait, à part donc les rangers, le camp de base, la protection des animaux, etc. L'une des premières choses qu'ils viennent de terminer, c'est la construction d'une piste d'atterrissage dans la Pendjari. Jusqu'à présent, il fallait 10 heures de route. Quand il n'y avait pas d'aviation civile, mais quand on avait un petit peu de moyens, on pouvait faire Cotonou, Nati Tengou et ensuite Nati Tengou Pendjari. Aujourd'hui, la piste d'atterrissage est construite. On va pouvoir développer le tourisme entre Cotonou et la Pendjari. En moins d'1 heure et demie, 2 heures, on pourra être directement dans la Pendjari. Et des touristes qui viendront le matin pourront faire la journée dans le parc, rentrer le soir et prendre leur avion. Ça va changer complètement la donne d'ici peu de temps. Mais la piste est déjà construite. Maintenant, on fait des appels aux investisseurs de petits avions pour venir maintenant proposer. Et plus il y aura de monde, plus les coûts seront bas et les Béninois et les touristes pourront prendre l'avion pour atterrir directement dans la Pendjari. Avec ces bonnes nouvelles qui sont annoncées, ces bonnes perspectives, Monsieur le ministre du cadre de vie et du développement durable, est-ce que vous ne craignez pas que justement cette politique de développement de la Pendjari puisse amener la Pendjari à être victime justement, l'écotourisme, je veux dire, d'une forme d'invasion, pardonnez-moi pour le mot, mais d'un grand afflux qui va mettre en mal justement l'écotourisme, la préservation des ressources naturelles? Moi, j'ai ma réponse dans le thème que vous avez utilisé. Nous développons ce tourisme-là en respectant les normes de préservation et de conservation, d'où African Park. Et vous pouvez être sûr que le gouvernement, que le chef de l'État ont regardé. La Pendjari, c'est leur 12e parc, je crois, en Afrique. Et après ça, il y a eu un 13e, toujours en Afrique. Et je sais, en discutant avec les voisins, qu'on a des voisins qui ont commencé à leur parler. Parce qu'ils savent faire. Et ils ne savent pas sacrifier, ils ne sacrifieront jamais la préservation de la nature et des ressources au profit du tourisme et de la fréquentation. C'est bien de leur faire confiance, mais c'est une chose. L'autre, c'est de pouvoir contrôler. Vous avez un rôle régalien. Nous avons un rôle régalien que nous allons jouer jusqu'au bout. À travers le Sénagreffe est là. Oui.
Oui, le Sénagreffe est là. Le chef de l'État a fait une réunion lui-même personnellement pour préciser les rôles et remettre ce qu'il n'avait pas compris. Parce qu'en fait, au moment où certains critiquaient le contrat APN, il ne l'avait même pas lu. Au moment où il critiquait l'APN, il ne la connaissait même pas. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, c'est de notre rôle de préserver les prérogatives de l'État et c'est sauvegarder à travers la Direction générale des eaux et forêts et chasse et le Sénagreffe. Je peux vous l'affirmer formellement ici. Et d'ailleurs, vous avez parlé de collaboration. Nous devons remercier APN parce qu'ils ne m'ont pas remonté toutes les résistances qu'ils ont gérées en spécialiste sur le terrain. Ça n'a pas été facile de la part des miens. Et je comprends parce qu'ils considèrent qu'on venait leur arracher quelque chose. Mais il faut discuter et comprendre ce qu'on voulait faire. Ils ont tenu parce qu'ils ont vu la volonté de l'État d'aller de l'avant. Parce que nous avons dit, nous sommes prêts, nous avons commencé par donner de l'argent. Parce que c'est urgent. Sinon, peut-être, en 2016, les images de braconnage étaient sur le net. Moi, j'ai reçu des images directement sur mon téléphone de partenaires installés à Cotonou. Éléphants saccagés, lions. C'était ça le Bénin, en avril 2016. On espère Aujourd'hui, que tout ça est derrière nous, on l'espère bien, André. J'ai bien envie de demander à M. Froment, à quand les toutes premières images de la Pandjari sur les chaînes Nat Geo? Je ne peux pas vous dire, je n'ai pas été en contact, mais très certainement prévu, dans les prochains mois, on va avoir une mission qui va venir ici et qui va sûrement apporter les premières images. Quid du tourisme chez l'habitant? C'est une forme de tourisme qui se développe avec des populations autochtones qui accueillent les touristes également. Est-ce que ça rentre un peu dans vos cordes également? Est-ce que vous regardez de ce côté également? Oui, bien sûr. Ça fait absolument partie des solutions à proposer, d'abord pour créer donc de l'économie locale et deuxièmement, comme on le disait, pour ne pas mettre trop de pression dans le parc. Dans le parc, il y aura très peu de réceptifs pour préserver le calme et la tranquillité des animaux. On privilégie les réceptifs hôteliers à l'extérieur, Batia, Tanguieta et les environs, et on développe avec les populations, ça existe déjà, les baroudeurs, les gens qui aiment bien les sacs à dos, le contact avec la population. Vous savez, on a une destination qui a cette particularité dans le positionnement du Bénin, c'est une destination pour les créatifs culturels. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a une chance extraordinaire, on a le balnéaire, avec la route des pêches, et on a le safari. Bien. Certains pays n'ont que l'un ou l'autre. Nous, on a les deux. Mais entre ces deux, qui sont des magnifiques capsules, ce qui fait la force de l'identité de la destination Bénin, c'est son passé historique et culturel. Les rois, le vaudou, l'esclavage, etc. Et c'est ça qu'on veut. Sur 7 projets, il y a 5 projets liés à l'histoire et à la culture. Et donc, les gens qu'on veut faire venir, prioritairement, c'est des gens c'est ce tourisme qui s'intéresse à l'histoire et à la culture. Mais comment s'intéresser à l'histoire et à la culture sans aller chez les gens? C'est ça qui leur plaît, rencontrer les Béninois. Et ces gens viennent, ils vont faire la navigation de Ganvier à Bomé, à Lada, tout ça. Mais l'Afrique, ça reste la vie sauvage. Ils voudront aller dans le parc. Et là-bas, ils verront qu'il y a aussi des populations qui ont une histoire. Vous savez, par exemple, petite anecdote, l'une des raisons qui explique l'engouement des jeunes pour faire ranger 1700 personnes, c'est que ils nous l'ont dit, African Park, c'est la première fois qu'ils arrivent dans une aire protégée où les populations disent « notre parc ». Les gens, c'est parce qu'ils vivaient au XVe siècle, les gens vivaient dans le parc. Aujourd'hui, vous avez des scories et c'est un vaste territoire, archéologique, la Pandjari. Donc, les gens sont impliqués, les populations sont dans les environs. Si on demande à ces populations d'accueillir des touristes, de venir chez l'habitant, d'abord, ça leur créera des revenus et les gens pourront allier vie sauvage et vie culturelle. Allez-y. Monsieur le ministre, la Pandjari fait l'objet d'une attention particulière de la part du gouvernement. J'ai le sentiment que vous oubliez un peu l'autre réserve animalière que nous avons en commun avec d'autres pays. Est-ce que mon sentiment est juste? Non. Je suis heureux de vous dire que ce n'est pas juste, puisque nous sommes en discussion pour un audit du W, mais nous devons travailler au niveau de plusieurs États. Vous savez, toujours APN? Toujours APN, puisqu'ils sont à la Pandjari. Nous souhaitions qu'ils nous fassent d'abord un audit. Ce n'est déjà pas une décision, il faut le dire. Ce n'est déjà pas une décision de délégation de gestion. Un audit de la situation de la W, qui est une réserve reconnue au patrimoine mondial, mais qui est aujourd'hui victime de braconnage, de culture, d'agriculture et de pêche illicite.
les braconniers, ils sont des gens lourdement armés. Et donc, il faut un audit sécuritaire et un audit développement pour décider de la forme de gestion. Il faut également parler en même temps avec nos partenaires sur lesquels nous sommes en gestion sur le WAP. Le WAP, c'est le W, Arli et Pendjari, où nous sommes ensemble avec le Niger et le Burkina. Les missions sont en cours, les discussions sont en cours pour arriver à intégrer le W. Parce que si on laisse le W et peut-être Arli, Pendjari ne sera jamais définitivement sécurisé. C'est de notre rôle et de notre devoir que tout ce complexe WAP-là devienne le réceptacle de ce que M. Froment a dit, à savoir de cette faune vraiment extraordinaire. Et surtout, à côté de ça, il y a la falaise de la Takora, la chaîne de la Takora et l'environnement que ça offre. Très magnifique. Quand vous allez voir ça, c'est des choses à préserver. Et nous travaillons vraiment, nous n'avons pas oublié la W, je voulais vous rassurer à ce niveau. Monsieur le ministre, vous essayez de nous rassurer, il va y avoir un audit d'abord sur les ressources fauniques existantes au niveau du parc W apparemment. On a raté, on a manqué quelque chose au niveau de la Pandjari. Il n'y a pas eu un audit, c'est l'urgence qui a dicté le contrat. Il y a eu un audit. Leur contrat a été d'abord une phase d'audit et de proposition. Sinon, on n'aurait jamais eu de plan de réhabilitation de la Pandjari. Vos détracteurs, les 23 millions de dollars étaient basés sur le diagnostic et l'audit réalisé. La première mission de M. Froment était sur ça. Est-ce qu'on peut, à la date d'aujourd'hui, avoir une idée de la population animalière qu'il y a au niveau de la Pandjari? Au niveau de la Pandjari, il y a eu un inventaire qui a été fait en 2015 par une ONG américaine et qui a été menée sur l'ensemble du WAP et qui nous donne des estimations de population. On a entendu le chiffre de 6 000. 6 000 pour le WAP. Pour le 8 000 pour le WAP. Oui, donc pour la Pendjari, on parlait de 1 700. Mais bon, ce sont des estimations. Maintenant, on veut aller plus en détail. Donc, on veut vraiment faire un comptage, chose que nous n'avons pas eu le temps de faire l'année dernière. Mais on a fait une évaluation. Comme vous le disiez, avec M. Pliard, on est allé à la Pendjari. On a vu le comportement des animaux. Rien que le comportement exprimait déjà la problématique. Faut-il attendre qu'on ait un nombre d'animaux pour réagir à une problématique ? Je pense que c'est ça. Vous êtes allé vite, vous avez installé des équipements high-tech de suivi à la trace des animaux, des troupeaux d'éléphants. On a assisté à ça, il paraît que vous le faites exactement pour les lions aussi, avec une stratégie toute particulière. Est-ce que ça peut aider justement à maîtriser la population, toutes les populations animalières dans le parc, ce dispositif satellitaire? Bien sûr. D'une part, on connaît déjà un certain nombre d'individus. Donc, on a les animaux qui ont été marqués avec des colliers satellitaires qu'on suit. Autour d'eux, il y a des familles, il y a des groupes qu'on peut suivre. Mais il y a aussi le fait qu'on porte une attention. On commence à comprendre, à savoir où ils sont, quels sont leurs mouvements, quelles sont les zones prioritaires très utilisées. Donc, on commence tout doucement à découvrir comment être réellement opérationnel et efficace. Monsieur Pliard? Oui, je voudrais savoir, M. Froment, quelle est la spécificité de cette population animalière de la Pandjari? Qu'est-ce qu'il y a de différent dans ce parc que, par exemple, on ne peut pas trouver dans les autres parcs dont vous avez la gestion? En termes les ressources de faune, des lions, des guépards, qu'est-ce qui fait la particularité de ce parc? Moi, ce que j'apprécie déjà énormément au niveau de la Pendjari, c'est la chaîne de la Takora. C'est pour moi quelque chose qui est vraiment exceptionnel, avec une diversité de milieux, forestiers, savanes, montagnes, ruisseaux, une diversité d'habitats qui est extraordinaire. La deuxième chose, c'est qu'on est, pour l'Afrique de l'Ouest, il reste probablement une des dernières populations de guépards, une des dernières populations de lions, la dernière grande population d'éléphants de l'Afrique de l'Ouest. Ce sont ces enjeux-là qu'on est en train de préserver, et je pense que c'est ça qui est important pour moi. Monsieur José Pliard, on a entendu parler de tourisme chez l'habitant, de tourisme cinégétique, plein d'écotourisme, mais pas trace du tourisme intérieur. Il y a pas mal de Béninois. Moi-même, j'ai découvert la Pandjari il n'y a pas longtemps. Peu de Béninois ont le privilège de connaître leurs attractions touristiques. Apparemment, il n'y a rien. Le PAG, le tourisme intérieur, c'est parents pauvres, c'est ça?
Absolument pas. Vous savez, il y a un ancien ministre de la Culture et du Tourisme qui disait, un peu désespéré de ce que les Béninois ne faisaient pas du tourisme, qui disait « Oh, les Béninois ne connaissent que le tourisme funéraire ». Bon, c'était une boutade. Mais il y a une réalité qui est la nôtre que, vous savez, le tourisme, ce n'est pas un mouvement spontané, hein, dans aucun pays. C'est de l'éducation. C'est de la formation. Ce travail que APN a commencé avec les enfants, vous savez que ces enfants étaient autour du parc, ils ne connaissaient même pas le parc. Donc, c'est comme ça qu'on va commencer. C'est un gros travail d'éducation. C'est des visites hebdomadaires que vous organisez au niveau du parc? Oui, toutes les semaines? Tout le temps, il y a des enfants qui visitent l'école. Toutes les écoles environnantes? Toutes les écoles environnantes. Il va falloir vous étendre, venir jusqu'à la côte, à Cotonou. Voilà. Donc, avec les ministères de l'éducation primaire, secondaire, il y a un grand plan à mettre en place. Pour répondre à votre question, l'Agence nationale de promotion des patrimoines et du développement du tourisme que je dirige s'occupe beaucoup du développement à l'international des produits et puis des touristes. La mission a été confiée au ministère de la Culture et du Tourisme et des Sports de développer le tourisme local. Et je sais que des grands projets très segmentés sont en cours pour emmener les populations découvrir leur patrimoine. La Pendjari, c'est une expédition, comme l'a dit M. Dossa, mais j'ai envie de dire, si on commence ne serait-ce qu'à faire voir, vous savez qu'il y avait des enfants qui sont à Pomassé, qui n'ont jamais vu la mer. Voilà. Avant de parler de ça, apprenons déjà à connaître notre environnement et amenons nos enfants à le faire. Voilà, ça c'est vraiment une des missions et c'est complémentaire. L'agence s'occupe du tourisme international et sous-régional et le ministère va développer le tourisme local. Monsieur Froment, on est pratiquement à la lisière de la sortie de cette émission. Qu'est-ce que vous promettez aux Béninois les prochains mois au niveau de la Pendjari? Bon, les prochains mois, nous, on va mettre un accent très important au niveau, disons, de continuer à sécuriser et à professionnaliser les rangers maintenant qui sont là, toute l'équipe du parc même, parce qu'il y a besoin de mécaniciens, il y a besoin de tout le monde, il y a besoin d'informaticiens, il y a besoin, tous ces gens-là, on a besoin. Donc ça, on doit mettre ça en place, on doit poursuivre cette dynamique. La deuxième chose qui est très importante, c'est qu'on renforce et qu'on développe maintenant réellement toute la relation avec les communautés. On a commencé par les programmes de sensibilisation. Je crois qu'on doit aller un peu plus en profondeur. Donc, je crois que les deux grands axes, ça va être ça, et d'accompagner le développement du tourisme, améliorer l'hôtel, améliorer le lodge, améliorer l'accueil, améliorer le service des guides, améliorer... Donc, vous voyez, il y a énormément de choses qui doivent être faites. J'ai vu un chiffre, c'est 400 emplois qui sont attendus au bout de 10 ans. Oui, je pense que sans aucun problème, avec, disons, la partie des hôtels et tout ça, on va sûrement arriver à ça. Même déjà maintenant, si vous voulez, on n'est pas loin des 200 personnes qui ont du travail chaque mois grâce à l'activité du projet. Donc ça va, oui, je pense que c'est ça. Votre démarche ici a été davantage de rassurer. Pouvez-vous dire à vos compatriotes béninois qu'après 12 mois de gestion, d'expérience avec APN, que le gouvernement a fait le bon choix et que les perspectives sont prometteuses? Vous n'avez rien à regretter? Non. Je voudrais d'abord dire que le projet de réhabilitation du parc de la Pendjari est la preuve que les projets phares sont dans une réalité concrète. C'est l'un des 7 pôles touristiques du programme touristique. Et aujourd'hui, la Pendjari, les travaux sont devant nous. C'est concret. Ensuite, c'est la preuve que le gouvernement a commencé par le plus urgent parce que le parc était en péril. Les problèmes de conservation, de préservation des ressources naturelles et surtout de sécurisation de notre territoire sont correctement adressés par des professionnels rompus à la tâche. Et ça se fait avec nous. C'est comme ça que nous gagnerons en capacité et en compétences. Et ça va impacter l'économie locale, M. Plia l'a dit. Ça va rejaillir, comme le gouvernement le souhaite, comme base de développement sur l'économie nationale. Ça crée des emplois déjà. On n'a pas fait état ici des emplois indirects. À Tangueta, à Natitengu. Natitengu n'est pas si loin de la Pendjari. Hein, les hôtels vont se développer. Et le tourisme, aujourd'hui, le tourisme est la première source de revenus de certains pays. C'est ce que nous ambitionnons. Et ça, c'est une réalité. Et je crois que la Pendjari donne bien le là aux autres projets phares qui sont complètement mûrs aujourd'hui, qui vont démarrer, comme l'asphaltage, comme les logements, comme les cités administratives, et j'en passe, pour dire que sans les populations environnantes, sans les collectivités locales, la Pendjari ne sera jamais une réussite. Voilà pourquoi nous les associons
et le ministère du cadre de vie et développement durable, avec ses composantes spécialisées. Je veux parler des eaux et forêts et du Sénagref. Nous sommes totalement embarqués aux côtés de APN pour faire de ce projet une réussite. Monsieur José Tonato, merci. Monsieur José Pierre, merci également. Deuxième José, monsieur Jean-Marc Froment. Merci d'être venu ici, sur ce plateau, nous offrir voilà, ce petit safari télévisuel qu'on a promis aux téléspectateurs au début de cette émission. J'espère, André Dossa, qu'on n'aura pas déçu les Béninois. En tout cas, on espère les avoir mis en appétit. La Pandjari, cette réserve, la plus grande réserve animalière en Afrique de l'Ouest, elle n'est pas seulement destinée aux touristes intérieurs. Il faut que les Béninois aillent voir. Nous, on a vu, c'est simplement fabuleux. Merci beaucoup, André Dossa, de m'avoir accompagné dans ce safari. Merci à vous d'être venu.